On reconnaît au candidat de l'exil un entêtement, une obstination que rien n'arrête. Et c'est pourtant une histoire d'amour qui a douché les ardeurs et changé l'itinéraire de notre témoin. Il nous livre les détails aujourd'hui dans C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires. Bonjour et bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Voici l'invité dans des mots choisis par Marie-Ange Miem et claironnés par Nafi Touré. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit un homme qui a su réorienter sa vie au nom de l'amour. Né le 17 juin 1990 à Douala, Nougang Christian Adriel est un artiste-chanteur camerounais d'origine bamileke. Il est l'aîné d'une famille de 5 enfants et père d'une fille de 4 ans. Après sa classe de première, Christian opte pour une formation en maintenance informatique avant de s'adonner à sa passion qui est la musique. Ses débuts, il les fait dans des émissions musicales et festivals au Cameroun. Auteur de quelques œuvres musicales, c'est en 2016 qu'il décide d'aller à l'aventure à la recherche d'un producteur. Mais Christian ne peut échapper à son destin. Grâce à l'amour d'une jeune femme, il évite le pire. Notre invité nous en parle dans un instant sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Aunin aux commandes. Toujours ce grand plaisir en plateau. Bonjour Alissa, ça va super bien? Très bien, merci. Le choix du pagne aujourd'hui, c'est plaisant. Ça s'appelle conseiller. Conseiller. Vous avez des petites astuces pour nous ou quoi? Effectivement. On va savoir un peu plus. Allez, bonjour Cassandra. Ça va, la sérénité ces dernières semaines, j'ai remarqué. Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui explique ça? Mais j'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Si vous le dites. Allez, mon cher Philo, Ouais, bonjour. bonjour Jean-Michel. Ça va bien. Bon, d'accord. Ouais. Parce que vous avez beaucoup de sourires et de rires à revendre. Non, mais... On va profiter de cette bonne humeur aussi. C'est la vie, il faut en profiter. On fait comment? Allez, c'est avec ça qu'on Bon, va accueillir notre invité, monsieur Nougang Christian Adriel. Petits applauses. Ah, tiens. Vous êtes militaire. Ce salut-là, c'était pour... Je suis un soldat. Vous êtes... Je suis un soldat du reggae. Un soldat du reggae. Ah, d'accord. Ok. Je pense que c'est aussi le surnom de nos artistes reggae ici. Soldat, le soldat. Naftali, c'est un soldat. Ouais. Bordeaux. De Bordeaux. Oui, de Bordeaux. Soldier. Ah, ok. American Soldier. American- de la d'accord. chanson. Non, c'est le titre de la chanson. Demandez-lui les Désolée. soldats des vidéos. La productrice de musique. Allez, monsieur Nougang, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Alors avec vous, nous allons essayer de résumer votre histoire sous forme d'un thème. Candidat à l'émigration clandestine, l'amour d'une femme me fait éviter le pire. Vous êtes à l'aise avec ça? Ouais, je me sens Parfaitement. bien. D'accord. Alors j'espère aussi que vous serez à l'aise lorsque Dr Philo va vous retourner tout ça dans tous les sens avec sa méthode, la méthode Philo. Allez, c'est tout de suite. Le thème du jour, selon Dr Philo. Soldat, salut. Frère. Moi aussi, j'ai été tenté par cette aventure à l'époque. Oui, à ce moment, on se connaissait. C'est midi même n'avait pas encore commencé, mais on se connaissait pas. Oui, j'ai été tenté. Et pourquoi vous vouliez Je partir? voulais... Non, tout m'énervait ici. Je voulais aller de l'autre côté à tout prix. Et puis, bon, je me suis ressaisi un bon matin. Moi, je n'ai pas eu besoin de femmes pour faire ça. Mais en même temps, que vous avez lui, il a eu de la chance. Lui, il a eu de la chance. Vous avez de la chance parce que... C'est pas faux. Oui, je vous jure, c'est pas toutes les filles. Quand vous allez à Bobon d'autres là, toutes les filles, vous voyez là, demandez-leur. Ton mari est où? Elle dit, mon fiancé, il est à l'aventure. Et c'est elle qui l'ont poussé à aller à l'aventure. Mais vous avez de la chance. Si vous étiez tombé sur une fille à Kuba là, elle allait vous encourager à partir là-bas. Non, mais juste pour dire que la femme, quand on dit chaque fois, on dit, c'est-à-dire, on ne collabore pas à n'importe quelle femme. C'est le conseil que je voudrais donner. On ne collabore pas. Quand on dit la n'importe conseil, généralement, c'est la femme qui parle à l'homme. Il faut écouter la femme. Il faut tomber. Parce que c'est pas écrit s'il faut une fille, bonne femme. Mais il faut savoir quelle femme qui est en face de toi. Et entre les lignes. Oui. Souvent, il y a des femmes même, quand tu les regardes, moi quand je change avec une femme pendant 5 minutes, je connais déjà sa mentalité. Oui, il faut poser des petites questions, des petits sujets, voir sa réflexion, voir de quoi elle est capable. Une femme surtout qui a Brest, il faut l'éviter. Parce qu'elle ne regarde pas secret. Tout sont par là. C'est quoi le rapport? Non, même sur ce plateau-là, quand je regarde les deux filles là, c'est qu'il y a bon comportement que je connais. Quand je regarde Cassandra comme ça, c'est là. Pas son sourire, elle est très bien celle-là. Qui est fou. Non, mais je veux dire. Ok, c'est bien compris. Non, mais je veux juste dire que simplement que vous avez de la chance, c'est que la femme, souvent même les femmes, on dit souvent même quand elle a une mauvaise démarche, tout. Et la femme peut vous. On dit généralement quand vous gagnez l'expérience du mariage, on dit pour le meilleur et pour le pire. Oui. C'est ça, pour le meilleur et pour le pire. Mais pas forcément vivre le pire, mais la femme peut vous faire sortir du pire. Du pire pour le meilleur. Voilà. Mais elle peut vous éviter le pire. Une bonne femme là, elle n'est pas obligée de vivre le pire avec vous, elle peut vous enlever du pire.
Moi, je voudrais dire que vous avez cette chance-là. Félicitations. Et puis, vous l'avez écouté. C'est votre chance. Ah, merci. Sinon, nous, on n'est pas encore tombés si bonnes. Hein. Pour le moment, on trie. C'est Dieu qui a nous aidé. Moi, Allez, c'est mon c'était juste de témoignage. l'humour, on a bien compris. Allez, il le fait toujours avec amour, hein, ce métier-là. Que pouvez-vous faire par amour ou que peut-on faire par amour? C'est la question du jour dans notre Vox Populi. Chris Paterna-Sémian, c'est votre opinion. Elle peut faire tout. Comme quoi, s'il ne travaille pas, elle peut chercher du travail pour lui. Elle peut même payer le loyer, subvenir aux besoins de la maison. Si même sincèrement, je peux lui venir en aide. M'occuper des besoins de la famille. S'il y en a qui n'ont pas de boulot, chercher du travail pour lui. En tout cas, tout ce que je pourrais faire, mais pas peut-être vendre mon corps pour le satisfaire. Là, ça, je ne peux pas le faire. Mais à part ça, le reste, je peux. Je suis restée avec mon mari pendant qu'il n'avait rien, au moins pendant 10 ans. C'est après qu'il allait en Europe. Et maintenant qu'il travaille ensemble. Pendant 10 ans, j'ai fait des sacrifices parce qu'il n'avait rien, il ne travaillait pas. Maintenant, nous sommes heureux, nous sommes chez nous à la maison, on a notre enfant qui est là. Donc quand tu aimes ton homme, tu fais des sacrifices pour lui. Et c'est partagé. Le monsieur aussi fait des sacrifices pour sa femme. La femme fait des sacrifices pour le monsieur. En tout cas, c'est très bien formulé, Ouais. c'est partagé. Ouais, ça ne doit pas être à sens unique. Nous allons, mesdames et messieurs, merci en tout cas de nous suivre, échanger à présent avec notre invité, M. Nougang Christian Adriel. Plusieurs raisons poussent certains Africains À quitter le pays. à la traversée vers l'Occident. La misère sociale, familiale, le désespoir, le rêve d'un ailleurs meilleur. Dans votre cas, que viviez-vous à l'époque? Là, je parle de 2016, l'année où vous avez décidé de partir du Cameroun, votre pays natal. Et quelles étaient les motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une telle décision? Risquée, il faut le dire aussi. Bon, en 2016, avant de décider de quitter le pays, j'ai eu à tourner dans la musique. J'ai eu un manager, on a tourné ensemble pas mal. Guy Laroche à Tangana. Il avait des projets, mais problème de financement. Il n'y avait pas de sponsor. Du coup, comme on faisait dans du style reggae, et au Cameroun, le reggae est beaucoup marginalisé. Quand on dit reggae, c'est fumeur de chanvre, c'est délinquant, c'est bandit. Du coup, à chaque fois quand on organisait certains événements, on allait voir certains sponsors pour qu'ils nous viennent en aide. On tapait poteau toujours, mais quand c'était d'autres styles de musique, Makossa, Bikoussi, où on monte les fesses, tout ça, ils venaient sponsoriser. Mais quand c'était la musique où il faut véhiculer le message à la jeunesse, c'était un problème. Est-ce que c'est parce que, justement, vous n'arrivez pas en tant qu'artiste reggae à vous imposer aussi? Parce que le problème, c'est pas Non. forcément le rythme, c'est la capacité à s'imposer ou à imposer Je ne son suis rythme pas le musical. seul reggaeman au pays. Il y a les artistes reggae qui chantent bien, mais ils ne parviennent pas à s'en sortir. Parce que la culture ne s'y met pas. Et c'est ça vraiment qui m'a inquiété. Et plus tard, j'ai fait une fille, avec le pays aussi qui devenait de plus en plus difficile. Une fille qui a aujourd'hui quel âge? Elle a 4 ans aujourd'hui. D'accord, ok. Et puis à mesure, le pays devenait de plus en plus difficile avec les trucs de Boko Haram. Ça faisait l'économie du pays, ne faisait que chuter. Et la pauvreté ne faisait que s'empirer. Et moi, je me suis inquiété pour l'avenir de ma fille. Parce que dans le présent, vous pouvez bien avoir un bon salaire. Et puis dans le temps, ça rétrograde. Et moi, c'est le futur, c'est l'avenir qui m'intéressait le Et plus. à cette époque-là, vous ne viviez que de la musique? Non, en ce moment, je vendais les habits, je me battais et je parvenais à m'en sortir, mais je sentais un vide parce que j'avais un rêve qui était de gagner ma vie grâce à la musique. Et étant au pays, je ne parvenais pas vraiment à joindre les deux bouts. D'accord. Comment vous vient alors l'idée d'émigrer? C'est comme je vous ai dit, quand À partir de quel moment cette idée vous naît? quand ma fille est arrivée, D'accord. j'ai commencé à réfléchir qu'il fallait déjà que je voie comment je vais assurer son avenir pour que demain, elle ne manque de rien. C'est où... Et cette décision, vous la prenez tout seul? Ouais, Ou sous impulsion d'un ami ou d'un voisin? Non. Tout seul? tout seul. D'accord. Alors, comment vous obtenez les informations? Parce qu'en voyage, ça se prépare. Comment vous obtenez les informations sur l'itinéraire, les coûts que ça engage, les personnes même à contacter pour faciliter la traversée?
Bon, Dieu merci, j'avais un ami du quartier, il s'appelle Jojo. À ce moment, il avait pris l'avance sur moi. J'étais déjà avancé, donc ça faisait 6 mois qu'il était parti. Et de temps en temps, je causais avec lui. Il m'a dit, dès que je suis prêt, je le fais signe. Et il était où précisément, à l'heure des faits? Il était en Algérie. En Algérie. Ouais. Il n'avait pas encore mis le pied en Europe. Ouais. D'accord. C'est où? J'aimerais savoir, est-ce que votre ami qui était en Algérie vous a parlé des réalités de là-bas? Non. Pas du tout. Il vous a pas dit que c'était difficile, il y avait le racisme? Il y avait des risques, des dangers? Non. Non, d'accord. Poursuivez, s'il vous plaît. Bon, et puis, il m'a envoyé l'itinéraire sur Facebook. D'accord. Qu'il va te falloir quitter du Cameroun en passant par le nord. Et puis, tu vas te retrouver... Quelles étaient les différentes étapes quittant du Cameroun? Je suis quitté du Cameroun, le Nigeria, le Niger. Et puis le Niger. L'étape la plus difficile, c'était la traversée du désert du Niger pour la première ville d'Algérie qui s'appelle Tamaracet. Là-bas, les gens sont encore barbares. Ils ont encore l'esprit villageois. Du coup, quand ils voient le noir, ils sont impressionnés. Quand ils nous voient, ils nous appellent Asie. Asie, ça veut dire esclave. Donc, du coup, la vie là-bas, c'est pas du tout facile. Et lors de la traversée du désert, on a payé, du Niger à Agadez, on a payé une somme de 100 000. Déjà, avant d'arriver à cette étape-là, sur le coût de tout ce voyage-là, que vous avez dit votre ami? Il m'avait dit... jusqu'en Europe, le coût... Bon, déjà, il fallait que j'arrive le retrouver en Algérie. Oui, mais il fallait déjà faire des calculs avant de partir. Ça se prépare. Donc, il m'a dit, déjà, pour arriver en Algérie, il va te falloir que tu aies au moins 500 000. Et pour la traversée, il fallait payer combien? Pour la traversée, il fallait arriver d'abord au Maroc pour voir... Parce que chaque pays a sa réalité. Parfois, ce qu'on dit, le prix qu'on peut vous donner, parce que chaque année, les trucs changent. L'année où, peut-être en 2015, les prix n'étaient pas comme... Et vous n'aviez pas une idée non plus globale, enfin une idée générale des prix pratiqués pour la traversée? Bon, il m'avait dit, pour que tu dois arriver en Algérie, il faut d'abord avoir 500 000. Parce qu'il fallait que j'arrive, qu'on doit continuer ensemble. C'est bien compris. Avec combien avez-vous quitté le Cameroun alors? Avec 900 000. 900 000. Obtenu comment? De quelle manière? Vu mes petites économies que je faisais au pays, et aussi quand je quittais, j'avais certains appareils à la maison, j'ai liquidé pour pouvoir rassembler l'argent et puis partir. Ouais. D'accord. À l'époque, est-ce que vous aviez tout de même des informations sur des personnes qui mouraient dans la Méditerranée, les dangers du désert, les risques pour vous-même de perdre la vie? Vous saviez, qu'est-ce qui vous a poussé tout de même à prendre le risque de partir? J'étais informé, mais vous savez, quand quelqu'un est dévoué à faire quelque chose, c'est réussir ou mourir. Les risques là, vous ne voyez pas ça comme si c'était un danger. Parce que l'idée que vous mettez en tête, c'est que si les autres ont pu traverser et ont réussi, pourquoi pas moi? Si certains, pas les... Bon, certains. Certains que j'ai connus en fait, parce que j'ai vu beaucoup de grands frères qui ont pris la route de l'aventure, qui sont en Europe, qui ont une belle vie. Donc du coup, c'était cet exemple-là que je prenais, quoi. En tout cas, ça ne justifie pas cette initiative. Et puis c'est ce qui faisait que sa musique reggae ne marchait pas. Parce que généralement, les artistes décrivent cet état de fait, là, ce genre de comportement. Mais lui, peut-être, il chantait ça, mais ça n'arrive pas au fond de lui-même. Il chante et puis lui-même, ça ne peut pas marcher. Chantait sans conviction. Voilà, c'était ça. Ok. Alors, vous faites tout le voyage le voyage se déroule bien, parfaitement jusqu'en Algérie, c'est ça? Non, mais j'ai eu des complications au niveau de la traversée du Niger pour l'Algérie. Parce qu'au désert, ceux qui nous ont pris pour traverser avec nous, ils nous ont abandonnés au milieu du désert. Du coup, on était perdus au désert, en plein désert du Sahara. Il a fallu qu'on marche pendant 3 jours pour parvenir à arriver à l'entrée de Tamaracet. Et qui vous a guidé, puisque vous étiez tous des candidats au voyage, j'imagine que vous ne connaissiez pas le désert, qui vous a permis de savoir où passer pour arriver à... Dieu merci, ce jour, dans les marches, on a pu trouver un berger qui partait ravitailler son chameau. Et nous-mêmes, à ce moment, on n'avait plus de réserve d'eau sur nous. C'est lui qui nous a aidés à se ravitailler. Et puis, il nous a proposé
qu'il connaît la route, qui peut nous mener à l'entrée de Tamaracet. Mais il va falloir qu'on cotise, qu'on réunisse l'argent pour lui remettre. Et puis, on s'est concerté, on a cotisé, on lui a remis de l'argent et puis il nous a conduits. On a fait 3 jours de marche. D'accord. Ok. Alors, vous arrivez en Algérie et la suite des événements? Vous savez, l'Algérie est grand. Nous sommes arrivés d'abord à Tamaracet, qui est la première ville d'Algérie. Maintenant, quitter de Tamaracet pour la capitale d'Algérie, Oran, c'est 2000 km. Là, c'est encore un voyage qu'il faut parcourir. Et vous l'avez parcouru de quelle manière? En minicar? Minicar, parce que déjà les voitures ne prennent pas les noirs. Donc du coup, c'est quoi la raison avancée sur le terrain pour vous refuser le voyage en voiture? Du racisme. D'accord. C'est rien que les Arabes, soit les étudiants noirs qui sont là-bas, mais nous les émigrés, on n'avait pas le droit de voyager dans le bus. Non, Pour les immigrés. Hein. Voilà, ceux qui étaient là de façon légale, au fait, en quelque sorte, je veux dire. Vous avez accès aux voitures, mais les immigrés, non. Ouais, nous, les immigrés, on n'avait pas accès. Du coup, pour voyager, il fallait utiliser les taxis mafia. On appelle ça taxi mafia. Donc, ceux qui nous prennent, ils contournent les frontières. Et là, le prix, c'est coûteux. Donc, on est obligé de prendre ville en ville, chaque fois, ville en ville, jusqu'à ce que j'ai pu arriver à Oran. Mon ami qui était là, il est venu me chercher. C'est où on a commencé à être ensemble. Quand je suis arrivé, lui faisait dans la maçonnerie, dans la construction. De temps en temps, lui aussi m'amenait avec lui. On travaillait chaque semaine. Et ça, c'était parce que vos ressources financières étaient presque épuisées? Quand je suis arrivé en Algérie, j'avais plus de sous. Vous avez besoin de prendre un petit boulot pour gagner de l'argent, faire des économies et espérer traverser... Pour entrer au Maroc. D'accord. Ah, pour le Maroc, cette fois-ci. Oui. D'accord. Alors, vous avez pris quel type de petits métiers là-bas? De petits jobs? Bon, là-bas... En Algérie? Avant de poursuivre au Maroc? Là-bas, on ne trie pas de métiers. Oui, non, mais allez-y. Vous avez fait quoi? J'ai fait de la peinture. J'ai été manœuvre. J'ai fait de la... On partait souvent aménager les maisons, donc déménagement, aménagement. D'accord. Et ça vous a permis d'aller au Maroc. Au Maroc, vous avez un ami à vous aussi qui y vivait, qui vous a reçu. Oui, j'avais un ami aussi là-bas. Et hébergé. Oui, c'était un bouteur. Lui aussi, ça fait longtemps qu'il est là-bas. Quand je suis arrivé au Maroc, c'est lui qui m'a hébergé. Il m'a montré aussi le système, comment gagner sa vie. Et comme je faisais dans la musique aussi, il m'a présenté à certains DJ. Dieu merci, comme Dieu ne dort pas, j'ai fait la rencontre d'un ami d'enfance qui était DJ dans une grande boîte de nuit là-bas. C'est où qu'on s'est connus. De temps en temps, il m'amenait prester dans sa boîte et j'ai gagné. C'est comme ça que j'ai gagné un peu de sous. Entre combien et combien en général? C'est sorti en club? Parfois, on pouvait gagner 100 €, 200 €. Ouais, 100 €, 200. Parfois, on m'invitait aussi dans certaines communautés africaines. Je partais souvent à Casablanca. Il y avait les Ivoiriennes qui m'invitaient souvent à Casablanca. J'allais prester. C'est comme ça. Je parvenais à épargner un peu pour programmer le voyage pour l'Espagne. Toujours en vivant chez votre ami au Maroc? Non, je fais 3 mois chez lui et puis j'ai pris aussi... Vous avez loué votre propre maison dans la suite, après, grâce aux économies réalisées. Ouais. D'accord. Et vous avez... D'accord, on va poursuivre tout ça dans un petit moment. Vous avez bien gardé au chaud votre question. On reviendra avec vous, monsieur Nougang Christian Adriel, juste après les messages publicitaires. Mes frères et sœurs, mes mamans, mes papas, Dagueil, Dagou, ouah, Koro, Corona là. Corona est là, oh, Corona est là. Ça existe. Corona là, ça est là. C'est vrai. Ça tue. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a tendance à s'amuser, on a tendance à tout négliger. Mais où c'est arrivé là? Ne négligeons pas l'affaire là. Corona là, c'est là-haut.
N'attendons pas que ça arrive à notre frère ou notre soeur pour commencer à considérer la maladie. Dieu merci où on est là. Les mesures de prévention sont assez simples. On dit pour éviter. C'est-à-dire que où tu es là, pour ne même pas que Corona te regarde là. C'est simple. Tu te laves les mains avec de l'eau et du savon. Si tu n'as pas l'eau et le savon, que tu es dehors là, tu prends un gel désinfectant. Ce n'est pas une affaire de boss. Ce n'est pas une affaire de riche. Ce n'est pas une affaire de blanc. Ce n'est pas une affaire de choco. Gel là, c'est à la disposition de tout le monde. C'est moins cher en plus. Tu prends un gel désinfectant. Tu mets un peu dans ta main. Tu nettoies bien tes mains. Tu finis, tu mets dans ton petit sac à main. Dès qu'il y a une petite action, tu prends, tu mets encore, tu nettoies tes mains. C'est simple. Tu veux tousser là, on ne tousse pas comme ça pour toute la nation. Tu veux tousser, tu tousses dans le coude. Tu veux éternuer là, tu éternues dans ton coude. Comme ça, tu es protégé. Celui qui est à côté de toi, il est protégé. Les atouts là, évitez les atouts. Surtout quand tu sais que la personne qui est en face de toi là, la personne est enrhumée, la personne est grippée, la personne fait la fièvre. La personne tousse. Quand tu vois tout ça là, distance. Tu fais en distancia. Avant, c'était la prudencia. Tu vois? Maintenant, c'est la distancia. Mon cher, il faut t'adapter. Oh. Tout ça là même là. Si on faisait ça avant, est-ce que Koro allait nous regarder? Normalement, ça, c'est des petits trucs. Nous-mêmes, on devait finir. C'est-à-dire que nous-mêmes, on devait avoir l'habitude de faire ça. Mais comme on est assez négligent, voilà ça. On est obligé encore de revenir à tout ça. Si tu n'es pas allé en boîte là, tu ne vas pas mourir. Si tu n'as pas bu tes 2 bières, tu ne vas pas mourir. Si tu n'es pas allé manger chez Tante Sonia, tu ne vas pas mourir. Reste à la maison. Tu veux boire ta bière, bois à la maison. Tu veux danser, tu mets la musique dans ta télé ou bien dans ton poste. Tu danses chez toi. N'allez pas en club. Quand tu arrives dans un environnement où il y a plus de 50 personnes, Atia, distancia. C'est le nouveau concept. Dès que tu arrives quelque part, tu vois, il y a du monde, des gens qui dépassent 50 personnes, distancia. Même devant ta porte, tu arrives, tu ne sais pas ce qui se passe, il y a du monde. Ouh, distancia. Asso, prends soin de toi et prends soin des autres. Et voilà, nous sommes en deuxième partie d'émission avec notre invité, M. Nougang Christian Adriel, un artiste camerounais qui a quitté son pays en 2016 avec 900 000 francs CFA en poche. Ambition, rejoindre l'Espagne en traversant la Méditerranée. Il nous a raconté en première partie d'émission tout son parcours jusqu'au Maroc en 2017 où il a été hébergé par un de ses amis avant de s'installer à son propre compte plus tard grâce à des économies réalisées suite à des activités ici et là. M. Nougang Christian Adriel, une question qui se préparait pour vous juste avant les messages commerciaux. Voilà, alors moi je voulais savoir... Est-ce que dans votre tête, c'était impossible pour vous de réussir au Cameroun? Est-ce qu'il fallait impérativement partir au Maroc ou dans un autre pays? Je veux essayer de comprendre la motivation, en fait. Bon, ce qui m'a motivé, c'est le fait que je voyais certains grands frères qui chantaient bien, mais ils ne parvenaient pas à s'en sortir. C'est ça qui m'inquiétait. Quand je me voyais... Moi qui étais dans mes débuts, je me suis dit, si ces grands frères-là, qui sont là depuis, qui chantent merveilleusement bien et qui n'ont pas le soutien, ça veut dire qu'il y a un problème dans la culture reggae. C'est ça qui m'a poussé à sortir. Parce que tous ceux qui ont quitté le Cameroun pour aller se chercher dans la musique, dehors ont réussi, quel que soit la Côte d'Ivoire ou bien peu importe le pays où les Camerounais se sont retrouvés. Ils ont réussi, que ce soit footballeur ou musicien, c'est ça qui m'a motivé. Après, vous n'avez pas toutes les histoires, hein. Il y a peut-être certaines expériences qui n'ont pas été forcément satisfaisantes. Anyway, alors vous avez été, donc je le disais, au Maroc, 2017, vous êtes au Maroc, vous quittez maintenant votre ami qui vous a hébergé, vous installez votre propre compte. Alors, à partir de ce moment, qu'est-ce que vous faites comme activité? Vous êtes toujours artiste, musicien qui continue d'être invité à des spectacles ou vous prenez d'autres boulots pour pouvoir vivre au quotidien? Bon, il y avait des moments où j'avais pas de scène. D'invitation, de sollicitation. Ouais. Vous savez, dans tout pays maghrébien où nous sommes arrivés, il y a toujours des plateformes où il y a des patrons qui viennent chercher les employés pour aller travailler. C'est où, parfois, quand j'étais paumé, je me rendais souvent dans des placettes. Ah, ça s'appelait des placettes? Ouais, on appelle ça la placette. D'accord. Donc tu pars, tu restes. Si tu es peintre,
il y a un patron qui va venir chercher un peintre. Si tu es maçon, il y a un patron qui va venir te chercher. Je connaissais un peu dans la peinture. Donc, j'allais souvent là-bas et puis j'ai eu la chance de tomber sur un Marocain qui était gentil, qui a aimé mon affaire. Ça fait, on a commencé à travailler de temps en temps. Et c'était quoi votre activité avec lui? Au départ, c'était la peinture et puis... Vous faisiez la peinture de quoi? La maison. D'accord, ok. Peintre bâtiment. Ouais. Et plus tard, on a changé ce boulot. Il a gagné un contrat pour les décorations, des événements, mariages. Du coup, on a commencé à aller ensemble. Et il aimait aussi ma musique. Ça fait, il m'a proposé que de temps en temps, qu'on doit souvent aller dans des cérémonies pour installer les bâches, les tentes, les chaises. Il va souvent faire en sorte que je peux prester aussi pour gagner un peu. Ouais. C'est comme ça, de temps en temps, quand on allait souvent, on voyageait souvent dans les villes, dans différentes villes. Il profitait, il me faisait souvent passer là. Et quelle était la réaction des Marocains, enfin du public? Il y avait des Marocains qui aimaient, parce que plus tard, j'ai changé de style. J'ai commencé à faire aussi de l'afrobeat. D'accord. Parce que j'ai vu que c'était la tendance de l'heure. Vous êtes adapté. C'est ça que les gens n'appréciaient pas. Je me suis adapté et puis les gens ont commencé à aimer l'afrobeat. Ok. Ça marchait, ils aimaient bien. Ok. Bah, super. Et vous arrivez à bien vivre avec ça? Ouais, je m'en sortais avec ça. Et il y avait toujours en tête l'idée de partir tout de même, de faire des économies et partir quand vous seriez prêt financièrement? Il y avait toujours cette idée dans la tête? C'était toujours dans ma tête. Chaque fois quand je réunissais une somme, quand j'avais peut-être 500 €, 700 €, j'organisais le voyage avec les amis. D'accord. On payait le matériel parce qu'on voyageait avec les Zodiac. Il faut payer le Zodiac, il faut payer le moteur, il faut chercher un guide. Et cette tentative-là, vous les avez faites, vous nous expliquez, 6 fois, c'est ça? Ouais. 6 fois, vous avez tenté, étant au Maroc, de traverser la Méditerranée. Parfois, on nous arrêtait sur l'eau. Et vous avez toutes les 6 fois, vous avez échoué. Ouais. Parfois, on était à presse parce que, vous savez, la mer, il y a ce qu'on appelle la ligne internationale qui sépare le Maroc et l'Espagne. Donc, il y avait les moments où on avait traversé la ligne internationale, mais au moment où on appelle la Croix-Rouge est allée secourir d'autres personnes. Et du coup, la police marocaine était obligée d'entrer. Parfois, on était dans les moments où l'eau est mauvaise. Ils sont obligés d'entrer pour nous secourir. Et on vous ramène au Maroc. Au Maroc. Donc, je peux dire, je suis une fois entré en Espagne. Mais sans y arriver vraiment. Voilà, parce qu'on a pu traverser la ligne internationale. D'accord, heureusement que vous n'avez pas perdu la vie. Je crois que c'est déjà une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Alors, vous avez fait plusieurs tentatives, je le disais, qui ont toutes échoué. Vous avez donné quelques détails. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu cette rencontre on va dire rencontre amoureuse. Amoureuse, ouais. Qui s'est passée sur un endroit assez particulier, sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. Vous nous expliquez très rapidement, c'est à partir de cette histoire que vous allez finalement abandonner l'idée du grand voyage. Quand on s'est rencontrés, j'avais pas encore cette idée. Là, on est en 2019 ou en 2000 Non, on s'est rencontrés en 2017. En 2017, d'accord. Ouais. J'avais toujours l'idée de traverser. Chaque fois quand j'allais, je l'appelais, elle m'encourageait, elle priait pour moi. Parce que j'avais en tête que si j'entre en Espagne, que j'ai eu les papiers, elle aussi, je vais investir pour qu'elle vienne me rejoindre là-bas. Et elle, c'est elle. Voilà, on va voir. C'est bien cette personne. Ce visage agréable. Là. Ok. Allez-y. Quelques petits détails sur elle, c'est qui? Elle est tout pour moi. On dit c'est qui? On ne peut pas dire l'équipe pour vous. C'est ma femme. Ok. Elle est ivoirienne? Ouais, elle est Yacouba. C'est ma soeur. D'accord. Donc vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux, vous êtes tombé amoureux à distance, c'est ça? Ouais, en 2017. En 2017. Et puis, comme je vous ai tantôt dit... Et comment elle vous a découragé finalement de partir? Comment elle a réussi à vous décourager alors que vous étiez si entêté? C'est le fait que moi-même j'ai été réaliste en prenant l'exemple sur certains grands frères qui ont 1000 ans là-bas au Maroc, qui ont fait 10 ans, 15 ans, sans jamais entrer en Europe et la vie était toujours pareille, ils n'avaient pas avancé.
c'est où ça a commencé à m'inquiéter. Que si déjà j'ai fait 4 ans, ça veut dire moi-même je peux faire 10 ans là-bas sans suite, Sans rien. sans jamais entrer. Ok. Ma fille au pays, il n'y a pas moyen pour... Alors, cool. Alors, votre amoureuse, elle vous propose de venir en Côte d'Ivoire pour, en Griffe, vous chercher. C'est où elle m'a proposé, mon bébé, si au Maroc tu ne t'en sors pas, tu serais la bienvenue en Côte d'Ivoire. Et surtout, la musique que tu fais là, ça peut bien marcher ici. Comme j'ai tantôt dit, j'ai commencé à faire dans l'afrobeat. L'afrobeat, c'est ce qu'on aime en Côte d'Ivoire. Ouais. D'accord. C'est vraiment, elle m'a dit, étant ici, tu pourrais voyager. Même si tu vas aller en Europe, étant en Côte d'Ivoire, tu pourrais voyager facilement sans plus risquer ta vie, comme tu fais au Maroc. C'est ça qui m'a motivé. Et en 2019, vous avez pris la décision de venir en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. Retrouver votre charmante demoiselle. Alors, est-ce qu'elle fait, elle travaille dans quel secteur, dans quel domaine? Elle fait dans la coiffure, elle travaille à Djamé. D'accord. Bon, on ne va pas donner tous les détails. Dans la coiffure, elle s'en sort bien. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, c'est elle qui vous héberge? Non, quand j'arrive, c'est mon ami que je vous ai dit. Ah d'accord, vous avez un ami en Côte d'Ivoire qui vous a... Ouais, ça fait 10 ans qu'il est là. Ok. Et quand j'étais au Maroc... Un ami camerounais? Oui. Ok, d'accord. Et lui aussi, il a fait partie de l'histoire parce que quand j'étais au Maroc, je l'ai mis en contact avec la go pour qu'il puisse l'étudier, pour voir si elle mérite qu'un jour on va l'amener au Cameroun. D'accord, c'est bien compris. Heureusement d'être revenu. Et depuis, vous êtes arrivé à Abidjan en 2019. Ouais. C'est ça? C'est bien ça? 2019? Ouais. Ça fait quelques mois que vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites maintenant dans la vie? Bon, pour le moment, avec Corona qui est venu tout basculer, j'ai pas eu le choix de commencer à travailler comme agent de sécurité. D'accord. À Black & White. D'accord, ok, pas de souci. Donc vous êtes travaillé comme agent de sécurité? Oui, mais c'est pas vraiment... Non, mais de toute façon, ce sont des étapes dans la vie. Non, mais ça c'est mieux que... Au moins, vous travaillez de façon digne, sans tricher, sans utiliser des moyens. Voilà. Allez, donc... écoutez, alors est-ce que vous avez abandonné votre idée de partir ou bien vous dites je vais tout de même essayer de passer par la musique pour réussir en Côte d'Ivoire et un jour espérer partir, je sais pas, en Espagne ou en Europe? Bon, finalement. J'ai plus le rêve d'aller m'installer en Europe. Vous n'avez plus le rêve? Oui, d'aller m'installer, mais au départ, c'était d'aller m'installer. Désormais, ce que vous voulez faire, c'est quoi? C'est réussir en Côte d'Ivoire? Réussir en Côte d'Ivoire, aller chanter, revenir, aller chanter, découvrir le monde, mais pas dire je vais faire ma vie là-bas. Comme auparavant. Auparavant, c'était de faire ma vie en Europe, mais maintenant, j'ai compris que l'Europe, ce n'est pas forcément le paradis. On peut se sentir mieux n'importe où. Oui. Parce que l'Afrique est une terre d'opportunités. Voilà. Oui. Une terre d'opportunités extraordinaire. L'important, c'est de se trouver au bon endroit avec les bonnes personnes. Et j'ai compris qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, c'est le bon endroit pour moi, pour m'en sortir. Ok. Et tout ça, c'est grâce à l'amour que vous êtes retrouvé dans, c'est grâce à l'amour. Cette lucidité. Vous avez envie de lui dire un petit mot à votre chérie? Vraiment, j'ai lui dit merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Parce que hier encore, il y avait un vide en moi. Mais aujourd'hui, ce vide a été retrouvé grâce à son amour. A été comblé. Voilà. Et elle m'a fait comprendre que dans la vie, c'est l'essentiel qui compte. Ce n'est pas ce qu'on veut. Parce que parfois, ce qu'on veut, ça ne nous apporte pas le bonheur. Mais grâce à son amour, j'ai appris beaucoup de choses. Et je lui dis vraiment, merci. Aujourd'hui, je suis heureux. Malgré que le travail que je fais, ce n'est pas du tout ce que je veux. Elle m'encourage. Et ça me fait oublier que je suis... Elle me dit, mon bébé, moi, je sais que tu es un artiste. Tu es mon meilleur musicien. Et... Elle est adorable. Ouais, c'est super. Vraiment, je dis merci. Je remercie aussi le Tout-Puissant de l'avoir mis sur mon chemin. Tout à fait. Allez, merci beaucoup en tout cas, monsieur Nougang Christian Adriel. Merci d'être venu partager votre histoire sur le plateau de ce midi. Je pense que vous avez tout dit dans votre mot de fin, mot adressé à votre chérie. C'est l'essentiel qu'il faut garder. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais il faut surtout miser sur ce qu'il nous faut. L'essentiel. Et éviter de trop délirer, être réaliste et de se mettre en danger. C'est pas la bonne option, n'est-ce pas? Alors, on vous souhaite beaucoup de succès parce que les rêves continuent avec vous.
Le combat Faut pas vous arrêter. continue. Vous avez commencé cette émission en nous saluant comme un soldat. Il va falloir continuer de vous battre. Le combat Parce que vous êtes continue. capable de grandes choses que vous n'imaginez même pas. Et heureusement qu'il y a une femme à côté pour vous rappeler ça. Ah. Ouais, allez, merci beaucoup. Plein de bonheur Et ensemble. je voulais saluer aussi quelques personnes. Ah, très rapidement, parce que là, on est au terme de... Déjà, je salue sa famille depuis Ma. Et je salue aussi son grand ils ont frère, plus point qui est matin, mon là. beau, depuis l'Espagne. Et je fais un coucou aussi à ma fille depuis le Cameroun, à ma famille qui me regarde depuis le Cameroun. C'est mignon, ça. Allez. C'est mignon. Merci beaucoup. Là, il a pris tous les points. Je pense que bientôt, ça va être la dot et le mariage. Merci beaucoup, monsieur Nougang, Christian, Adriel. Et je le réitère encore, plein de bonheur, nous vous souhaitons. La suite de cette émission, mesdames et messieurs, avec le docteur Linda Caboret, docteur en pharmacie, pour évoquer la question et l'actualité Covid. Je pense que nous avons déjà notre très cher Paulus Agathon qui est prêt et qui va nous rejoindre. Paulus, bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Alors, on parle Covid. Tout à fait, et on va faire le point comme d'habitude en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut dire qu'on est à 1164 cas confirmés et 99 personnes guéries avec toujours 14 décès. Moi, je suis assez confiant. On avait l'impression que pas grand-chose n'était fait dans notre pays. Mais en regardant l'évolution de la maladie, on a l'impression qu'on n'est pas loin d'une inversion des tendances. C'est-à-dire quand on regarde le nombre de cas guéris et le nombre de cas actifs, 499 personnes guéries, 651 cas actifs, ça donne vraiment espoir. D'accord. Un espoir que ne nous refusera pas docteur Linda Caboret. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Très très bien. Et vous-même? Ça va. D'accord. Ça va, je vois les masques sous les micros et les téléphones. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Le petit sens de l'humour. Ok. Allez, nous allons tout de suite enchaîner avec les questions de nos chers internautes sur la pandémie. Oui, on va parler du sport. Voilà, c'est la question de Junior Zié Koulibaly qui demande si faire le sport avec un cache-nez est conseillé. Déjà, il faut dire que les sports de contact sont à proscrire, ouais, mais il y a certaines personnes qui font par exemple du footing et bien d'autres sports. C'est une très très bonne question parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui sont auto-confinés ou en télétravail, il faut faire très attention. Il faut effectivement faire du sport, mais ne pas faire du sport intensif. Déjà, le sport collectif est interdit, puisqu'il peut y avoir des échanges. Et pourquoi il faut éviter le sport intensif? Le sport intensif, il faut l'éviter, bon, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis au sport actuellement et qui n'en ont jamais fait. Donc, il vaut mieux faire du sport d'endurance que du sport intensif. C'est-à-dire, la marche est recommandée, mais si vous faites du sport à outrance, les machines, pendant 30 minutes et tout, attention, Corona qui peut se loger aussi dans la sueur. C'est pour ça que les sports collectifs sont interdits. Il peut se loger dans la sueur. Vous pouvez l'avaler. Et comme votre muscle cardiaque sera en travail, il peut aller se loger dedans. Donc, vous créez encore un autre problème. Donc, vaut mieux faire tranquille. Un peu de jogging. Un peu de marche, même rapide ou quelque chose, 30 minutes par jour, ou de la marche normale dans votre quartier ou quelque chose. Mais il faut faire très attention. Il y a plein de tutos actuellement sur Internet qui montrent comment faire son sport à la maison. Oui, on a même des applications mobiles pour ça. Oui, voilà. Donc c'est beaucoup... Il faut suivre ça, mais du sport, mais doucement. À petite dose. Et attention à tous les supports. Les salles de sport sont fermées, mais il y a des endroits, comme il y a certains stades, même à l'université, où il y a quelques supports. Des jardins avec des dispositifs. Des dispositifs pour faire attention, parce que le matériel a pu être touché par quelqu'un de positif. D'accord. Seconde question, mon cher Paulus Agathon. Alors, pour la seconde question, nous allons nous intéresser à Paul Nassekofi. Il dit on parle de l'hygiène dans les grandes surfaces, mais qu'en est-il, par exemple, pour les vendeurs d'Aloco et de Garba? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pour ça que de plus en plus, vous voyez que tout le monde va dans les marchés pour sensibiliser nos mamans. Et d'ailleurs, je les félicite. J'ai vu hier à la télévision que les femmes du Vivrier ont fait un don pour de 8 tonnes de vivres
pour soutenir ceux qui n'ont pas les moyens. Je les trouve fantastiques. Vraiment, ça, il faut le souligner. Si les médias peuvent relayer cette action, c'est une fierté. Et justement, c'est pour ça que nous devons, vous tous, sensibiliser nos jeunes mamans. Parce que nos mamans, pardon, j'ai dit nos jeunes mamans. Nos mamans. Parce qu'elles sont exposées. Il faut limite la visière, leur apprendre à se laver les mains après chaque transaction d'argent, etc. Et la distanciation sociale dans les marchés. Et vous, si vous allez au marché, c'est pareil. Portez un masque. Non seulement vous vous protégez, mais vous protégez aussi nos mamans. Et quand vous rentrez du marché, vous vous lavez les mains, comme au supermarché, même si vous avez attrapé le caddie et tout, à l'entrée du supermarché, vous avez l'eau. Dès que vous sortez du supermarché, vous vous lavez les mains ou vous vous mettez du gel et en entrant et en sortant. Cassandra, vous avez une petite question? Oui, alors je m'inquiète parce que je me dis que les cas vont continuer à augmenter vu qu'il n'y a pas encore d'infrastructure, excusez-moi, pour pouvoir tous les accueillir. Et du coup, je me demande comment ça se fait qu'on n'a pas encore mis en place, du coup, vous avez parlé la dernière fois de tentes pour accueillir des personnes. Voilà, pourquoi c'est pas encore en place? Parce que tous les jours, ça augmente, finalement. Vous êtes au courant qu'il y a eu des destructions de centres? Oui, moi, je ne construis pas les centres, mais déjà, rien qu'en réfléchissant un peu, les centres, on nous avait annoncé que ça devait être le 20, mais je pense que les destructions des centres ont fait que l'incivilité, ça a retardé la mise à disposition. Je ne construis pas, donc je ne peux pas vous dire, mais de ma logique de téléspectateurs et tout ça, ça a été détruit. Et à Yopougon et à, je ne sais plus si c'est Koumassi ou je ne sais plus, vous avez vu qu'à chaque fois on montre à la télé celui de Cocody qui a été monté dans le silence. Lui, il est prêt, mais je pense que tout doit être lancé en même temps. Cette destruction, il faut des semaines pour monter ce genre de structure. D'accord. Donc cette destruction nous a fait prendre certainement du retard. Donc on peut s'attendre à ce que les cas augmentent encore et jusqu'à même 5 000. Oui, parce que là, il y aura des dépistages. Peut-être moi, je suis positive sans le savoir. Quand je vais y aller, peut-être que ça sera... Donc c'est ces 1000 cas et plus ça peut être qui sont dans la nature et qui contaminent. Mais au moins, on pourra traiter. Ce n'est pas impossible de faire tout de même des installations sous surveillance policière, non? Comment? Ce n'est pas impossible de faire toutes ces installations sous surveillance policière, vu que c'est un impératif pour la santé publique. Non, mais ça, c'était avant. Je pense que maintenant, c'est sous surveillance policière. Mais peut-être personne ne pouvait imaginer, je pense, je ne suis pas le constructeur, mais puisque c'était pour le bien de la population, personne ne pouvait imaginer que la population elle-même pouvait aller détruire quelque chose qui pouvait lui faire du bien. D'accord, ok, c'est bien compris. Nous allons prendre une autre question. Tout à fait. Cette fois-ci, celle de Traoré Souleymane, qui demande les mesures à prendre lorsqu'on est dans une salle. Est-ce qu'on peut se permettre de retirer les masques à partir du moment où la distanciation sociale est respectée, la distance d'1 mètre et même plus? Dans quel lieu? Dans une salle. Comme ici? Oui, par exemple. Je veux encore répéter que quand on est rentré dans la salle, elle était vide. On ne sait pas si quelqu'un a éternué ou pas dans cette salle. Je ne fais que vous le répéter. Vous rentrez dans cette salle. Il y a eu peut-être une autre émission avant. À la sortie, il y a quelqu'un qui est venu débarrasser, il a éternué. Ces grosses gouttelettes, c'est à vous que je parle, pas à la personne qui... Je le remercie pour sa question. Les grosses gouttelettes sont tombées par terre. À cause de moi, n'allez pas pour moi. Vous êtes en train de dire ça. N'empêche, vous êtes assis. Les grosses gouttelettes sont tombées par terre. Vous mieux de vous lever si vous Les fines particules se promènent dans la salle. Et au début, on avait dit 1 heure. Et maintenant, on se rend compte que c'est jusqu'à 3 heures qu'elles peuvent être présentes dans la salle. Donc, à bon entendeur, salut!
D'accord. En tout cas, je tiens à vous rassurer qu'il y a l'édition, en tout cas la RTI, les dispositions sont prises. Et, effectivement, il y a un gros travail qui est fait pour réduire les risques. On nous distribue des masques. Depuis l'entrée, dans les studios, partout. Nettoyage régulier, tous les techniciens qui sont avec des masques. Voilà. Bravo pour les nouvelles installations. On est très rigoureux ici à la RTI. Oui. Bravo pour la RTI et ses nouvelles installations. C'est un plaisir de se laver les mains. Je vous en prie, c'est notre culture. Allez, autre question. Alors, on a Patricia Adou qui a une question qui fait référence au lavage des masques. C'est vrai que la fabrication locale, on a certains masques qu'on peut laver et réutiliser. Je pense que sa question est plus générale pour l'ensemble des masques. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut laver n'importe quel masque? Non. Non. C'est bien précisé, il y a des masques jetables. La matière, si vous la mettez dans l'eau, elle s'autodétruit. Enfin, son efficacité même ne sera pas la même. Tandis que... Mais docteur, quels sont les masques qualifiés de jetables? Les masques jetables, ce sont les masques chirurgicaux. Comme celui que j'ai porté. Voilà, comme celui qu'il a porté ou comme celui qu'il porte d'habitude. D'accord. Voilà. J'en ai plusieurs. Il fait des défilés de masques. Paulus. Il a aussi le FFP2 qu'il porte de moins en moins. Donc, pour moi aussi, on lave. Il a trouvé Il faut le laver tous les soirs. Oui, je lave. Tous les soirs. Oui, on trempe. Moi-même, je trempe même. C'est-à-dire qu'il faut en avoir au moins 2 ou 3. Tu laves, tu mets au soleil. Pour pouvoir alterner. Oui, parce qu'il a pris toute la pollution dans la journée. Et la tendance va à ça, c'est quand même économique. Ok. Merci beaucoup, docteur. On va prendre une dernière question, parce qu'il ne reste plus... D'accord. Une question qui va concerner les personnes asthmatiques, la question de Traoré Ténon, qui demande, pour les gens qui sont asthmatiques ou qui souffrent de maladies pulmonaires, est-ce qu'il y a des mesures particulières à prendre pour renforcer le système immunitaire? Alors, le système immunitaire, il n'y a pas que pour les asthmatiques. Il faut que tout le monde renforce son système immunitaire. On a parlé de vitamine C, qui est un formidable antioxydant, c'est-à-dire en langage simple, empêche le vieillissement des cellules. Donc, il faut en prendre tout le temps, surtout si on est fragile, comme asthmatique, fumeur, prendre un peu de vitamine C. Prendre un peu de vitamine C tous les jours, mais il y a aussi l'extrait l'émission est terminée. L'extrait de pépins de pamplemousse. L'extrait de quoi, docteur? Le pépin de pamplemousse qui est un formidable antioxydant et nos tradipraticiens aussi le font. L'extrait de pamplemousse est antibiotique, antimucosique, antifongique. Je vous en ramènerai. D'accord. Merci, docteur. C'est bon, c'est fait terminer. Et l'alimentation. Et une bonne alimentation. Une bonne alimentation équilibrée. Ok. Merci beaucoup, docteur Linda Caboret. Toujours un plaisir de vous avoir ici. Docteur, merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe technique aussi en régie. Et à vous à la maison, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur. Restez en très bonne santé. Dieu vous garde et vous bénisse richement. Demain, Caroline Da Silva jusqu'à jeudi. En attendant, profitez. Voilà.